Alors désormais, on démarre notre machine serveur numéro 1, c'est-à-dire la première machine que l'on a clonée. Et comme c'est un premier démarrage, ça prend un peu de temps, faut pas s'inquiéter en fait, c'est parce que en fait la configuration avait été annulée, du coup il est en train de la refaire en partie et il va nous interroger concernant la licence et le mot de passe que l'on veut mettre sur cette machine. Donc c'est symptomatique, je dirais, d'une machine qui est pour laquelle on a fait une préparation système avec Sysprep. Comme vous avez vu, il vient de redémarrer, donc ce redémarrage est tout à fait normal. Il y a eu cette pré-étape de configuration et maintenant il y a cette étape de personnalisation qui va arriver où on va nous demander donc le mot de passe, de lire et d'accepter le contrat de licence, notamment. Donc voilà, donc ça démarre. Donc la puissance de la machine maître conditionne la vitesse de démarrage. Mais bon, faut être relativement patient, faut pas envisager d'interrompre parce que sinon c'est la cata et ça peut vous obliger à tout refaire. Un petit conseil, c'est que si vous regardez en bas à droite de l'écran, ici vous voyez clignoter mes icônes qui représente le disque dur, la carte réseau, c'est toujours quelque chose de rassurant quand on se demande s'il se passe quelque chose ou si tout est bloqué, de savoir qu'il y a de l'activité, comme si on regardait les voyants d'un système réel. Donc, voilà, première étape, le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié, oui, donc je suis obligé de mettre un mot de passe que je confirme. Alors maintenant, vous avez peut-être l'habitude de voir que j'utilise toujours mon mot de passe de laboratoire qui est toujours le même, que voici avec un 0 qui débute, P majuscule Poséidon, et ce mot de passe respecte les conditions de complexité nécessaires, c'est-à-dire qu'il y a une alternance lettres, chiffres, majuscule, minuscule ou caractère spécial et au moins 8 caractères, ce qui est le cas. Donc c'est validé, mon mot de passe va être accepté, ma machine démarre, je me retrouve dans ce mode commande qui est à nouveau établi dans une version basique. Si vous regardez bien, j'avais fait une première configuration tout à l'heure où j'avais changé la police pour augmenter un peu, cette configuration a déjà disparu du fait de la préparation système de tout à l'heure. Donc première chose à faire, il n'y a pas forcément d'ordre chronologique, mais c'est déjà par exemple de faire un petit état des lieux. Et éventuellement, vous commencez par regarder le nom de votre machine de manière absolue. Et vous voyez que ce nom, il est particulièrement compliqué à retenir, mais qui commence par win-quelque chose. Donc ça veut dire que l'algorithme de création du nom de Windows a fonctionné et a attribué ce nom-là. Cette partie-là, ici, a été décidée par cet algorithme en fonction d'un paramètre unique de cet ordinateur, c'est-à-dire soit le numéro de série par exemple du disque dur ou de celui du processeur ou d'un des composants de la carte mère ou d'une combinaison de tout ça par exemple, pourquoi pas, qui permet d'avoir une unicité absolue de cette machine de par son nom. Donc le nom est moche, compliqué et difficile à retenir, mais au moins il a l'avantage d'être unique au monde et donc je vais le conserver. Maintenant, deuxième chose à vérifier, c'est peut-être l'adresse IP. Ici, on voit que j'ai une adresse IP 192.168.1.13, que je suis dans un domaine DNS, que j'ai une passerelle. Donc ça me permet déjà d'envisager, par exemple, de tester un ping vers une adresse internet, puisque moi je sais, en ayant créé cette machine, que j'ai fait en sorte qu'elle ait accès au réseau extérieur. J'ai mis donc cette machine en mode pont. Et donc, ce qui veut dire par constat que cette machine a obtenu une IP, un masque, une passerelle. C'est exactement ce qu'on voit ici. Et du coup, qu'elle accède à Internet. Donc là, la première chose à faire que je suggère donc de démarrer, c'est d'installer ce qui va permettre à notre serveur de pouvoir accepter par exemple l'applicatif HMail Server
puisque c'est un peu le but qu'on s'est donné là pour faire cette série de présentations. Et alors, l'outil HMail Server, c'est un logiciel extérieur à Microsoft, mais qui permet de composer une plateforme de messagerie. Et cet outil a besoin de certains prérequis, par exemple une certaine quantité de mémoire, un certain type de processeur, etc. Mais surtout les fonctionnalités système logiciel de Microsoft qui s'appellent les .NET Framework. Et il nous faut la version 3 ou 3.5. Donc la version 3.5 est toujours d'actualité, alors qu'on est sur une version plus élevée aujourd'hui, notamment que des Windows 2012 ou 2016. Mais cette fonctionnalité n'est pas installée par défaut. Alors elle est présente dans les options d'installation, mais elle n'est pas installée, donc si on ne l'installe pas, ça ne marche pas. Alors je vérifie une nouvelle fois que ma machine accède à Internet, parce qu'il se peut qu'elle ait besoin d'y accéder pour terminer la config tout à l'heure. Et pour l'instant, ça me va très bien de pouvoir vérifier ça comme ça, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Et je vérifie où je fais en sorte que le CD-ROM soit bien dans le lecteur. Donc je peux vérifier, on avait vu qu'il suffisait de faire des 2 points et de s'apercevoir qu'on a ce CD-ROM dans le lecteur. Alors par exemple ici, vous voyez que sur le CD-ROM, on voit il y a un dossier qui s'appelle source, qui est ici. Donc ce dossier source, si je vais dedans, à l'intérieur, je vois pas mal de choses. Et notamment, alors faut regarder les dossiers également, là, dire. Je vois un dossier qui s'appelle SXS, je vais aller dedans, SXS. Et alors à l'intérieur, on va se faire peur, il y a énormément de choses. Et alors, parmi ces choses, il y a notamment, si on est un peu curieux et qu'on commence à regarder, on a des NetFX3 Core, on a pas mal de petits bouts de code comme ça. En fait, ce sont des librairies et qui sont celles-là, ou en tout cas une partie de celles-ci qu'on va installer. Alors comme il n'est pas question de les installer à la main et puis surtout de tout installer ne sachant pas exactement ce qu'on a besoin de mettre, bon, on va demander au système de le faire. Et alors pour ça, on a une commande. Donc cette commande en fait, elle est assez simple. On va utiliser un outil qui s'appelle DISM. Ça c'est une fonctionnalité de Microsoft, DISM. Donc DISM, c'est un outil qui permet de faire du déploiement d'images système. Et les images sont en fait des formats de données fournis par Microsoft. Et alors il y a tout un tas d'options possibles avec des DISM. On peut installer, supprimer, mettre à jour, contrôler, etc. Alors nous, on va installer avec la particularité online, c'est-à-dire qu'on va le faire sur ce système-là. Online, ça veut dire sur le système présent, là, sur cette machine. Donc c'est en fait une mise à jour du système qu'on va faire grâce à cette commande-là. Après, on a des fonctions, par exemple, vous voyez, clean up, etc. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que on va activer des fonctionnalités et qu'on va nommer. Donc on va activer des fonctionnalités et ces fonctionnalités on va les spécifier. Il s'agit pour nous de .NET Framework. Donc voilà la commande. Pour que ce soit plus lisible à l'écran dans cette démonstration, je vais venir à la racine du disque, mais ça n'a aucun intérêt de faire ça, si ce n'est que pour moi, ça va me dégager mon curseur à gauche et vous offrir la possibilité de mieux voir ce que je vais taper. Donc ici, DISM, un petit espace avec le paramètre online, un petit espace avec la fonctionnalité Enable Feature, donc avec un petit tiret comme vous le voyez ici. Donc ça veut dire qu'on va activer une fonctionnalité et maintenant on va avec un petit espace et un petit slash donner le nom de cette fonctionnalité. Alors, elle s'appelle NetFX, c'est les frameworks version 3.
Maintenant, on va mettre toutes les fonctionnalités du .NET Framework, pas seulement certaines, et on va indiquer où se trouve notre fonctionnalité. On vient de le voir, c'est sur le disque D. Donc ça s'appelle D2. Anti/sources, et on a vu qu'ils étaient dans F6S, si je ne me trompe pas. Donc là, on voit pas bien ce que j'ai tapé, mais j'ai donc, je peux pas l'agrandir, parce que j'ai pas paramétré ma fenêtre, mais vous voyez ici, intégralité. On fait entrer, et normalement, si tout se passe bien, qu'on a bien mis le CD dans le lecteur, on devrait voir ce genre d'évolution, qui vont donc aller chercher nos prérequis sur le CD. Alors cette fonction, si vous avez bien respecté l'ordre des choses, la syntaxe, les prérequis, faire en sorte que votre machine ait accès à Internet, faire bien en sorte de vérifier avant de démarrer qu'il y a le DVD de Windows dans le lecteur, vérifier même qu'il est bien sur la lettre D, ce qui n'est pas toujours le cas, ça pourrait être différent si vous avez opté pour une autre config. À ce moment-là, cette ligne-là va fonctionner. Maintenant, attention, il s'agit vraiment des conditions normales de fonctionnement. Si vous avez utilisé une image ISO qui n'est pas celle officielle de Microsoft, peut-être que ce dossier sources n'existe pas. Ça arrive, sur des trucs un petit peu détournés, par exemple. Et à ce moment-là, évidemment, ça échoue, et là, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc voilà, donc là, il est en train d'activer les fonctionnalités. Ne faisons rien, il n'a pas fini. On a l'impression qu'il est bloqué, voire qu'il a fini, mais il n'a pas fini. Voilà, maintenant il a fini. Et désormais, on peut poursuivre nous l'installation, mais il a fini. Alors, l'objectif maintenant, il est de mettre donc HMail Server, mais le problème d'HMail Server, c'est que c'est un composant extérieur, je ne peux pas ajouter, et par exemple, je pourrais me demander, est-ce que je pourrais l'ajouter que c'est une procédure DISM? Ben non, parce que c'est pas un produit Microsoft, et je ne peux pas l'injecter de cette manière-là. Donc ça va pas fonctionner. Donc comment je fais? Je vais télécharger l'applicatif HMail Server sur le site internet d'HMail Server. Facile à trouver, vous prenez l'applicatif dernier en date en évitant la version bêta, donc la dernière version stable proposée, et vous allez obtenir un fichier avec une extension .exe. Le problème, c'est que comme nous sommes sur une machine virtuelle ici, il faut amener ici ce fichier avec l'extension exe. Donc pour ça, j'ai plusieurs techniques possibles. La mettre sur un dossier partagé en réseau, tenter d'y accéder, ou bien tenter de faire un copier-coller. Dans les deux cas, de toute façon, étant donné que c'est une machine virtuelle, moi je travaille avec VirtualBox pour créer mes machines virtuelles, il faut que j'établisse le lien, la passerelle, si vous préférez, entre ma machine réelle, où va se trouver le fichier téléchargé, et cette machine-là. Mais pour établir ce lien, il faut que j'ajoute les fonctionnalités qui permettent de faire ça, donc d'accéder à ces particularités de virtualisation sur cette machine. Et pour ça, là encore, il faut que j'installe un applicatif, et cet applicatif, il ne se trouve pas sur le CD-ROM de Windows. Donc comment je fais? Dans ma machine virtuelle, regardez, ici j'ai accès à mon CD-ROM, alors je peux passer en bas ici, ou bien ici dans la partie lecteur optique ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais éjecter le CD-ROM. Alors là, si je fais D2 points, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et je vais mettre dans ma machine, alors je peux passer par là par exemple, mais il y a un autre moyen beaucoup plus simple, c'est de passer par ici, et j'ai un raccourci qui me permet de mettre l'image CD des add-ons invités. Alors attention, cette image, elle doit forcément être installée dans votre VirtualBox. C'est pas pour l'instant ce que je prévois de vous montrer dans cette présentation, mais si vous avez
pas la certitude que ce soit fait ou que vous ne savez pas comment faire, je vous suggère d'aller voir la présentation que j'avais faite concernant la prise en main et la configuration de VirtualBox. Donc ici, si c'est fait, j'ai juste à faire ça, je suis patient, j'attends un petit peu, et je refais mon D2 points, et là je vois bien que il n'y a plus de problème, je vais voir ce qu'il y a dedans. En fait là-dedans c'est typique du CD-ROM d'extension VirtualBox. Donc moi j'ai les extensions qui permettent pour Linux, pour Mac ou pour Windows d'être ajoutées. Donc pour moi c'est un .exe sous Windows, et comme je suis en 64 bits, c'est donc forcément celui-là. Donc je vais lancer ça. VBox. Alors attention, il me prend le Darwin par défaut, le premier qu'il trouve. Moi c'est Windows addition.exe, mais pas celui-là. Je vais prendre le -AMD64.exe. Voilà, on lance. Bienvenue dans le programme d'installation de Oracle VM VirtualBox Guest Edition. Une petite précision pendant qu'on déroule ça, il suffit de faire suivant et de ne rien toucher, surtout ne rien modifier, juste accepter. La précision c'est que dès lors que vous installez des extensions comme ça, votre VirtualBox est soumis à licence, ça n'est plus gratuit. Laissez cocher les cases, ne rien changer. Tout accepter jusqu'au redémarrage de la machine. Donc ne rien changer. Je disais que l'extension est payante, en fait. Dès qu'on met les additions, ça crée des passerelles avec les systèmes qui nécessitent en fait de payer une licence à VirtualBox, c'est-à-dire à Oracle. Voilà, donc la machine va redémarrer. Donc ce qui est normal, ça prend le temps un peu inférieur au premier redémarrage. Et en fait, elle a de nouvelles fonctionnalités. Et on va voir comment on va pouvoir en profiter dès lors qu'elle aura démarré. Donc, n'oublions pas de faire les choses dans l'ordre. Faites ce redémarrage, enfin faites cette procédure aller jusqu'au redémarrage. On voit l'évolution très nette ici parce que la machine redémarre sans ouvrir de session. On a cet écran ici. Et on peut forcément se rendre compte de la différence par rapport à tout à l'heure. Donc on voit bien que on n'est plus dans le même monde. Néanmoins, on n'a pas fini, loin s'en faut. Donc on va maintenant pouvoir attaquer la préconfiguration de la machine et l'installation de ce produit HMail Server.